Voilà, bonjour tout le monde. Je suis très heureux de partager ce Learning Lunch avec vous. Et Bruno vous a parlé depuis Alter. Je suis ici dans la région de Bruxelles et je salue tous les auditeurs ou ceux qui suivent le webinaire. Et bon appétit à ceux qui sont en train de manger. Voilà. Alors, on m'a demandé de vous parler de la sécurité incendie des structures en acier. Et dans ma présentation, il y aura une partie plus théorique et je vais terminer ma présentation par une série de points d'attention beaucoup plus concrets par rapport à la conception et à l'exécution. Alors, on va commencer, comme il se doit, par parler un tout petit peu de ce qu'est la résistance au feu. Depuis quelques années déjà, en Belgique, c'est depuis 2012, la résistance au feu s'exprime et s'évalue suivant un système européen. Hein, c'est le fameux REI. Une première chose qui est importante de savoir, c'est que quand on exprime une exigence avec les lettres R, E et I, on sous-entend que c'est une résistance au feu, une étanchéité aux flammes ou une isolation thermique qui est évaluée pour un élément qui est soumis à la courbe ISO 834. Alors pour la courbe ISO 834, il y a quand même quelques valeurs clés qui sont faciles à retenir. Après 30 minutes, on est quasiment à 850 degrés. Après 60 minutes, on est aux alentours des 950 degrés. Et après 120 minutes, on est aux alentours des 1050 degrés. Hein, donc ça, c'est la fameuse courbe ISO, qui est simplement une courbe de température en fonction du temps. Alors, nous, on va s'intéresser aujourd'hui plutôt à l'aspect R, l'aspect résistance au feu, qui est un critère qui correspond à la capacité portante des éléments en acier. Les critères E et I, ce sont deux critères qui ont pour but de qualifier la performance de séparation, de compartimentage d'un élément de construction. Alors le E, c'est simplement le fait qu'un élément reste fermé pendant une certaine durée, qu'il n'y a pas d'ouverture qui apparaisse, et ça va se tester notamment avec un morceau de coton du côté non exposé au feu. Et puis on a un critère I qui vient se rajouter, qui est un critère d'isolation thermique, dans lequel on va vérifier que du côté non exposé au feu, l'augmentation de température ne dépasse pas en moyenne 140 degrés et ponctuellement 180 degrés. Alors parfois, on voit sur des plans que les structures sont REI 120. On va utiliser une ou plusieurs lettres en fonction de ce qu'on a envie de dire. Donc pour les éléments en acier, on va principalement, et on va dire, je pense, uniquement parler du critère E, mais on voit ici en dessous du slide qu'on peut combiner une ou plusieurs lettres. On va peut-être prendre le plus compliqué, là, tout à fait en bas à droite. Hein, donc le REI 120, c'est un élément qui est à la fois, qui est pendant 120 minutes, à la fois stable au feu, mais qui joue aussi un rôle de compartimentage en respectant à la fois le critère E et le critère I pendant 120 minutes. Alors, quand je disais en 2012, qu'est-ce qui s'est passé en Belgique? Dans la réglementation belge, les fameuses normes de base, on va en reparler, toutes les exigences qui étaient anciennement exprimées suivant un système RF sont maintenant exprimées suivant un système R, E, I ou une combinaison de ces lettres-là. Alors, dans le passé, quand on voulait exprimer une exigence quelconque de résistance au feu, on parlait systématiquement du RF et on ne savait pas exactement ce qui se cachait derrière le RF. Donc maintenant, on va faire la distinction. Pour des éléments pour lesquels on va uniquement imposer une stabilité au feu, le RF qui est exprimé en heures va se traduire par un critère R exprimé en minutes. Donc le RF 2 heures devient du R 120. Pour des éléments non porteurs, pour lesquels on voulait une séparation au feu pendant 2 heures, on parlait de nouveau d'un RF, on n'était pas très précis. Et dans le nouveau système de classification, on va parler d'un E ou d'un EI, mais la plupart du temps, en Belgique, les séparations entre compartiments sont des critères EI. On doit respecter à la fois le E et le I. Et puis, on a un troisième cas qui s'applique à des éléments qui doivent à la fois jouer un rôle de séparation, de compartimentage, et à la fois un rôle d'élément porteur. Et pour ces éléments-là, on va combiner le R, le E, le I
Un exemple pour ça, ce serait par exemple une paroi en béton qui est à la fois un voile porteur sur lequel des charges extérieures s'appliquent, mais qui joue également le rôle de compartimentage. Donc, par exemple, une cage d'escalier en béton, ben souvent ce sera du REI 120. Elle va jouer un rôle de stabilité du bâtiment, au niveau du contreventement, de la stabilité horizontale, mais elle doit également être EI, elle doit protéger les gens qui sont dans la cage d'escalier par rapport à un incendie qui se trouverait à l'extérieur de la cage d'escalier. Alors, un des tout premiers points, et c'est la base, on ne peut pas se lancer dans la résistance au feu sans parler brièvement du cadre réglementaire. Et comme les gens ici qui suivent le webinaire sont plutôt nos collègues belges, on va parler du cadre réglementaire belge. Alors, pour donner quand même une vue globale, chaque fois que vous avez un projet, il faut regarder, il faut se poser environ 4 questions au niveau des réglementations qui pourraient s'appliquer au bâtiment. Alors, le premier règlement, c'est ce qu'on appelle le fameux arrêté du 7 juillet 94 qu'on appelle les normes de base. Ça, c'est un règlement qui s'applique à tous les bâtiments nouveaux. Alors, j'ai mis nouveau entre guillemets parce que nouveau, c'est par rapport à une date assez particulière. Et ça s'applique également aux extensions de bâtiments existants. Alors, pour savoir la limite entre ce qui est nouveau et existant, eh bien, ce n'est pas la date d'aujourd'hui qui importe, c'est les dates de 98, 95 ou 2009. Donc, pour les bâtiments non industriels, un bâtiment considéré comme nouveau, c'est un bâtiment pour lequel le permis d'urbanisme a été introduit à partir du 1er janvier 98. Pour les bâtiments moyens et élevés, c'est le 26 mai 95. Et pour les bâtiments industriels, c'est quelques années plus tard, c'est le 15 août 2009. Alors, ces dates-là, donc les 3 dates avec lesquelles on va comparer notre bâtiment, la date qui fait foi, c'est la date d'introduction du permis d'urbanisme initial. Donc, c'est bien le permis d'urbanisme initial qui va fixer le fait que l'arrêté royal norme de base s'applique ou ne s'applique pas. Ça, c'est un premier élément de cadre réglementaire. Un deuxième, ce sont les exigences qui sont reprises dans l'article 52 du RGPT. Alors, le RGPT, c'est le règlement général pour la protection des travailleurs. C'est un règlement qui concerne plein d'autres choses que la sécurité incendie, mais qui traite de la sécurité incendie dans son article 52. Et donc, comme c'est un règlement pour la protection des travailleurs, c'est un règlement qui est applicable aux bâtiments dans lesquels il y a des postes de travail. Donc, le RGPT, l'article 52, va s'appliquer, par exemple, à une école, parce qu'il y a des enseignants, à des bureaux, parce qu'évidemment, il y a des employés, mais ne va pas s'appliquer à des maisons individuelles ou des immeubles de logement. Alors, troisième source d'exigence, on va dire, quand je dis réglementaire, c'est ce que les pompiers pourraient demander. Et ce qui est particulier à ça, c'est que ce sont des exigences que j'appelle ici spécifiques, parce que le pompier va imposer au cas par cas un certain degré de résistance au feu pour le bâtiment qu'il va traiter. Donc, il n'y a pas de règle générale. Les exigences vont être différentes pour chaque immeuble. Et alors, une quatrième source d'exigence provient des réglementations qui sont en général régionales et qui s'appliquent à des catégories particulières de bâtiments, les hôpitaux, les maisons de repos, les crèches, il y a également les stades de foot, les dancing, etc. Et là, ce qui est assez particulier, c'est que dans le système fédéral belge, les compétences pour les catégories particulières de bâtiments sont des catégories qui essentiellement maintenant sont au niveau des régions. Il y a eu quelques exigences qui étaient au niveau communautaire, et donc pour Bruxelles, ça posait la question de savoir quelle communauté était compétente. Maintenant, on est quasiment dans un système tout à fait régional, et ça veut dire que les exigences, par exemple pour les maisons de repos, vont être différentes à Bruxelles, en Wallonie et en Flandre. Donc ça, c'est quand même un point assez important. Alors, ces 4 points-là, c'est vraiment ces 4 sources d'exigence de résistance au feu. Il faut toujours, pour chaque projet, se poser la question, quel règlement s'applique? Et pour le règlement, qu'est-ce qui est exigé? Alors, je vais parler dans les slides suivants des 2 règlements
qui sont repris ici en jaune, donc les normes de base et le RGPT. Alors, je ne vais pas passer chaque case ici en revue, vous aurez les slides, ça vous permet d'avoir une vue d'ensemble. L'arrêté royal norme de base, et ici je reprends uniquement les exigences applicables aux bâtiments non industriels. Elles vont varier d'un R30, une stabilité au feu de 30 minutes, jusqu'à un R120. Donc pour les bâtiments bas, on est entre R30 et R60. Pour les bâtiments moyens, en sous-sol, on sera du R120, hors sol, du R60. Et pour les bâtiments élevés, on est à du R120 tout le temps. Alors, la dernière colonne, elle est quand même relativement importante. Elle concerne les éléments porteurs de la toiture. Et là, il y a une petite particularité. Donc, il y a deux options possibles en Belgique. La première option, c'est celle qui est dessinée à gauche, c'est le fait qu'on va imposer en bâtiment bas du R30, en bâtiment moyen du R60 et en bâtiment élevé du R120 pour les éléments porteurs de la toiture. Sur la figure de droite, vous voyez une alternative. Et l'alternative, elle consiste à supprimer cette exigence pour les éléments porteurs de la toiture, à condition de protéger sous le volume de la toiture par un élément qui est EI 30, 60 ou 120. Alors, ce qui est particulier pour les bâtiments moyens et élevés, c'est que si on opte pour l'option de droite, en se disant on va placer un écran de protection EI 30, 60, 120, en bâtiment moyen et en bâtiment élevé, il est clairement mis dans la réglementation que ce volume doit être vide. Donc, vous ne pouvez pas dans ce volume mettre des conduites de ventilation, des groupes de ventilation, des câbles électriques. La seule chose qui est éventuellement tolérée, c'est de la détection incendie. Alors, dans l'annexe 6, c'est beaucoup plus complexe. Je vous montre un document qui est disponible sur le site de InfoStyle et vous pouvez éventuellement, si vous ne le retrouvez pas, le demander par un petit mail chez Bénédicte. On voit que les exigences sont fonction d'une série de paramètres. En bâtiment industriel, on fait la distinction entre les éléments de type 1 et de type 2. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais pour les types 1, ce sont les éléments qui ont un impact sur la propagation de l'incendie vers les compartiments voisins. Et là, en fonction de la classe du bâtiment, on va avoir une exigence qui va varier entre R60 pour la classe A et R120 pour les classes B et C. Pour les types 2, c'est beaucoup plus compliqué, mais je vous invite à regarder le tableau. On va avoir soit une situation où on dit pas de R déterminé, c'est la zone verte du petit document à droite, soit on va imposer une exigence R30, soit encore l'exigence va être le résultat d'un calcul de temps équivalent. Ça demande beaucoup trop de temps pour expliquer le fondement du temps équivalent, mais sachez que le temps équivalent, c'est une méthode qui n'est pas destinée à évaluer la stabilité au feu d'un élément, mais c'est une méthode qui est destinée à fixer le niveau d'exigence, le R applicable aux éléments de type 2. Et puis un dernier point, les planchers intermédiaires que vous voyez sur la photo en dessous. Donc, qu'est-ce que c'est un plancher intermédiaire? C'est un plancher qui est situé à l'intérieur d'un compartiment. Là, l'exigence, elle est toute simple, c'est R30 pour le plancher, mais également pour ces éléments de supportage. Alors, l'article 52 du RGPT, là, je ne vais pas rentrer dans les détails. On voit qu'il y a une gradation du niveau d'exigence, de nouveau, entre, dans certains cas, pas d'exigence du tout, c'est ce que j'ai indiqué, R0. Dans certains cas, on a du R30 qui est exigé, puis dans certains cas, on a du R120. Et vous voyez qu'il y a deux grands paramètres pour déterminer le niveau d'exigence. C'est d'abord le classement en groupe. Cette fois-ci, le classement en groupe, il se fait local par local en fonction du contenu du local. Ça, c'est le premier critère. Le premier groupe, c'est le groupe avec les exigences les plus élevées. Le deuxième groupe, un peu moins élevé. Et vous voyez que pour le troisième groupe, il n'y a pas d'exigence, c'est beaucoup plus simple. Alors, au niveau du premier, deuxième, troisième groupe, je vous mets le tableau ici. De nouveau, on ne va pas passer en revue ces choses-là, mais je l'expliquais tout à l'heure, la classification se fait local par local. On va évaluer la quantité de liquide inflammable, de gaz combustible, de matériaux combustibles dans les locaux. Et en fonction de la quantité, la colonne ici, on va se retrouver dans le premier, deuxième ou troisième groupe. C'est la colonne ici en chiffres romains. Alors, un dernier point simplement qu'il faut savoir, c'est que quand vous avez des magasins pour la vente au détail, il y a un seul critère. Dès que vous dépassez les 2000 m², vous êtes en premier groupe d'office.
Alors, on passe maintenant dans les méthodes d'évaluation de la résistance au feu. Alors d'abord, il faut savoir que l'acier, il a comme particularité de perdre une partie de ses performances lorsqu'il commence à chauffer. On fait la distinction, la courbe rouge, c'est la courbe qui montre la diminution du module d'élasticité de l'élément. Ça va avoir un impact essentiellement sur les déformations, mais aussi sur la résistance aux éléments dont la ruine est liée à un phénomène d'instabilité, flambement, déversement. Et puis la courbe bleue, qui est la courbe qui montre la diminution de la limite élastique de l'acier. Et là, on voit que jusqu'à 400 degrés, l'acier garde 100% de ses propriétés. Et puis, j'ai mis les valeurs relatives à 500 degrés, à 600 degrés, parce que c'est dans cette zone-là qu'en général, tout se passe. À 500 degrés, au niveau de la limite élastique, on a encore quasiment 80%. Et puis, à 600 degrés, on a moins de la moitié. Donc, ce sont quand même des valeurs qui sont importantes. Alors, le principe général, on part de l'exigence qu'on vient de voir. Si on a une exigence qui est inférieure à R30, ça vaut la peine de vérifier si l'acier peut éventuellement être stable au feu sans devoir le protéger. Si on arrive à le justifier, bon, on s'arrête là. Et si en faisant cette vérification de stabilité au feu pour de l'élément de l'acier non protégé, eh bien on repasse dans l'autre situation, qui est le cas, on va dire, le plus courant, et qui s'applique de toute façon d'office quand on a une exigence qui est supérieure ou égale à R30, c'est qu'on va vérifier la résistance au feu sur l'hypothèse d'un acier qui va être protégé. Alors, j'ai dessiné un triangle pour un système non protégé, un carré. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi. C'est parce que dans le premier, il y a 3 éléments importants à prendre en compte. Et dans le quatrième, dans le système de protection au feu, il y a un 4e élément qui est l'épaisseur de la protection au feu. Alors, le principe, quand on a de l'acier qui n'est pas protégé, il est relativement simple. Vous avez 3 paramètres à prendre en compte. L'exigence de résistance au feu, la valeur de R, la température critique et le facteur de massivité. Vous allez prendre ces 3 éléments ensemble, vous allez les mettre dans un modèle, on va dire, d'échauffement, on va venir en détail, et ensuite, vous allez simplement arriver à la conclusion en disant c'est bon ou c'est pas bon, c'est-à-dire mon élément va résister pendant moins que la durée requise ou plus que la durée requise. Si c'est moins, vous savez que vous devez protéger. Si il va être stable plus longtemps ou au moins aussi longtemps que la durée requise, eh bien, vous avez pu démontrer que vous ne devez pas protéger. Alors, on va passer ces paramètres en revue. D'abord, la température critique. Qu'est-ce que c'est la température critique? C'est en fait la température de ruine sous charge accidentelle. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails de charge accidentelle, mais il faut savoir qu'en situation d'incendie, donc un incendie, c'est une situation accidentelle, les charges qu'on va appliquer sur la structure pour vérifier la stabilité au feu vont être des charges réduites. Et vous voyez dans la colonne de droite qu'on va prendre une fois le poids propre. Au niveau des actions variables à l'exclusion de la neige et du vent, on va prendre psi2 fois les charges variables, et donc on va multiplier les charges variables par un coefficient compris entre 0 et 0,8. Vous voyez le détail dans le tableau en dessous. La neige, on ne va pas en tenir compte, et pour le vent, on va prendre 0,2 fois les effets du vent. Donc, ce n'est pas la vitesse du vent, mais les effets, donc les efforts dus au vent. Alors, comment est-ce qu'on va déterminer la température critique? Il y a 3 grandes façons de le faire. La première façon, c'est par un calcul manuel. Alors, quand vous avez le calcul manuel, 2 grandes situations. Il y a une situation simple, c'est pour les éléments qui ne sont pas soumis à des effets d'instabilité. Donc, ça va être principalement des éléments tendus, des éléments éventuellement en flexion, mais sans risque de déversement, et peut-être même des colonnes extrêmement courtes. Là, vous voyez que vous avez une formule toute simple qui, en fonction du facteur mu0, qui est le taux de chargement, donc c'est le rapport entre les charges accidentelles et les charges normales, eh bien, vous calculez, vous trouvez directement la température critique. Pour les éléments où vous avez une ruine par instabilité, on va parler du flambement, du déversement, c'est un processus itératif. Donc, vous allez prendre une première température et vous allez vérifier si l'élément est stable sous charge accidentelle. Et puis, vous allez vérifier c'est stable, c'est pas stable. Si c'est stable, vous allez prendre une température élevée, plus élevée. Et par essai-erreur, vous allez progressivement pouvoir déterminer la température critique. Ça, c'est la première méthode. Deuxième méthode, et je ne vais pas en parler plus en détail, vous avez des softwares
de dimensionnement des structures, et je donne comme exemple Diamonds de Buildsoft qui permet de déterminer la température critique, et Dorothée va vous en parler lors de la prochaine présentation. Et puis, la troisième solution correspond à une situation calculée par défaut, et là, on va tout simplement prendre les valeurs proposées dans l'annexe nationale belge, qui est de 350 degrés pour les éléments de classe 4, et pour les éléments de classe 1, 2, 3, eh bien, en fonction du type de situation, on va prendre une valeur de 500, 540 ou 570 degrés. Alors, pour les éléments cellulaires, on va également prendre 350 degrés ou peut-être de manière plus optimale, faire une évaluation par calcul. Alors, pour les contreventements, c'est une question qui vient souvent. Pour les contreventements, c'est relativement simple. Un contreventement est uniquement soumis aux efforts dus au vent. Et donc, le taux de chargement à la première minute de l'incendie, ben, c'est 0,2 divisé par 1,5. Hein, c'est le ratio des coefficients partiels. Et si on met ce ratio de 0,2 divisé par 1,5, donc environ 13%, dans la formule que j'ai précisée tout à l'heure, on va voir qu'on peut prendre une température critique des contreventements de 784 degrés. Et puis j'ai recalculé en disant, tiens, si les contreventements sont 2 fois surdimensionnés, on voit que la température critique augmente, et on peut de cette façon-là déterminer très facilement la température critique d'un élément de contreventement. Un deuxième paramètre, c'est le facteur de massivité, donc c'est 1 sur la massivité, c'est le ratio entre le périmètre exposé et la section d'un élément, et on voit qu'un élément qui est relativement, on va dire, avec une section plutôt élancée, va avoir un facteur de massivité avec un chiffre élevé, exprimé en mètre-1, et ça c'est un élément qui va chauffer plus rapidement parce que son périmètre exposé est plus grand, et à droite vous avez un élément qui est, on va dire, plus trapu, plus compact, qui a la même section, mais qui a un périmètre exposé beaucoup plus faible, et ceux-là vont chauffer beaucoup moins. Alors, ces valeurs, les rapports AM sur V, vous ne devez pas les calculer chaque fois. Pour des profilés qui ne sont pas standards, vous devez faire le calcul, mais pour les profilés standards, vous avez par exemple des catalogues à ArcelorMittal qui vous donnent pour le profil et en fonction de la situation, la manière, les valeurs en mètre-1 de la massivité. Pour des éléments non protégés, on va prendre chaque fois les 2 colonnes de gauche. Alors, pour vérifier, pour évaluer la vitesse d'échauffement de l'acier ne chauffe pas instantanément. Il y a un certain effet d'inertie. Il y a 2 grandes manières de tenir compte de l'inertie de l'élément. C'est soit de faire un calcul itératif avec la formule que je donne ici et en faisant des pas d'itération de maximum 5 secondes. En pratique, vous allez mettre cette formule dans un spreadsheet Excel avec une ligne par intervalle de temps, et vous allez progressivement voir la manière dont l'élément va chauffer. Vous voyez que dans la formule d'échauffement, vous voyez le rapport AM divisé par V, donc le facteur de massivité. Au plus il est grand, au plus l'augmentation de température à chaque intervalle de temps va être élevée. Et puis quelque chose qui est plus facile, peut-être un peu moins précis, mais pour avoir un ordre de grandeur, vous pouvez utiliser les nomogrammes. J'ai mis le lien que j'ai encore vérifié et qui fonctionne encore sur le site d'InfoStyle. Les courbes rouges vous donnent, pour toute une série de massivetés, l'évolution de la température de l'acier en fonction du temps. Alors, les 3 grands systèmes de protection dont je vais parler, c'est des protections par plaque, les protections par peinture intumescente et les protections par mortier. Je parle quand même rapidement ici des normes de référence. On va peut-être commencer par la 13381 partie 4. Ça, c'est une norme d'essai et de classement pour les peintures intumescentes. Pardon, pour les protections passives pour les éléments classiques. La 13381-9, c'est une norme d'essai, mais également de classement pour les poutres alvéolaires. Et la partie 8 est une norme spécifique pour les peintures intumescentes, ce qu'on appelle les protections réactives. Alors, pour valider la protection au feu d'un élément protégé, on a 3 paramètres qui rentrent, et puis il y en a un 4e qui joue, et finalement, quand on fait varier l'un, on a toujours un effet sur l'autre. Donc, en fait, j'ai dessiné ça sous forme de carré parce que quelque part, vous avez un produit qui est caractérisé par son rapport de classement ou son agrément technique européen.
Et quand vous avez 3 des 4 coins du carré qui sont définis, ben vous trouvez le 4e. Alors, l'exigence, on en a déjà parlé, la température critique, on en a également parlé, le facteur de massivité également. Et puis, il y a le dernier ici qui est particulier, c'est l'épaisseur de protection à mettre en œuvre. Ça pourrait être l'épaisseur d'un système par plaque, par un système de projection ou par un système de peinture intumescente. Je vous donne 2 exemples. Ici, un exemple d'une peinture intumescente. Eh bien, on a les 4 paramètres dans le tableau. Donc, quand vous ouvrez ce document-là, vous voyez ici en 1 la durée d'exposition. Donc, ceci, ça correspond, c'est la valeur qu'il faut utiliser en fonction de l'exigence R30, R60, R120 qui s'applique à l'élément. Deuxième élément, c'est la température de design, mais qui est en fait la température critique de l'élément. On va pouvoir éventuellement interpoler. Un troisième élément, c'est le facteur de massivité qui est exprimé en mètre moins 1. Et puis, vous avez le 4e élément, le 4e angle du carré, on va dire, qui est la protection. Un exemple similaire, ça c'est un exemple pour des plaques. Eh bien, c'est exactement la même chose. Vous avez l'exigence ici en haut, vous avez la température critique juste en dessous. Dans la colonne de gauche, le facteur de massivité. Et puis, vous utilisez directement dans le tableau l'épaisseur. Et ici, vous voyez qu'on va chaque fois, c'est un fabricant, ici c'est Promat, c'est un tableau qui vient de chez Promat. Vous voyez qu'il y a des espèces de marches d'escalier, tout simplement parce que ce sont les épaisseurs des plaques qui sont disponibles sur le marché. Alors, au niveau de l'exécution, quelques points d'attention. J'ai 3 slides pour chaque système de protection. Pour les systèmes par plaque, on doit quand même se poser une grande question. Est-ce que les plaques sont adaptées en fonction des conditions d'hygrométrie, mais également le risque d'écoulement d'eau? Un point d'attention, c'est le domaine d'application. Vous ouvrez le rapport de classement et vous allez voir pour chaque type de produit le tableau tel que je viens de le montrer. Et vous avez toujours une limitation dans les tableaux. Vous avez un chiffre maximum qui est le facteur de massivité, au-delà duquel vous n'avez pas d'informations et vous ne pouvez pas protéger. Et je rappelle simplement qu'on ne peut pas extrapoler les valeurs au-delà du tableau. Donc, on peut interpeller les tableaux que je vous ai donnés, mais pas extrapoler. Alors, au niveau des détails, quelques points d'attention. La manière de fixer, donc le type de vis, la longueur des vis, l'interdistance des vis. Des détails au niveau de la connexion avec le bâtiment. On ne va pas improviser. Il y a des détails d'exécution que je reprends ici en disant, ben voilà, il faut un petit blochet qui est fixé mécaniquement sur lequel on va se fixer. Donc, allez lire les rapports de classement. Ils vous donnent des indications à ce sujet-là. Des points particuliers, c'est quand on a besoin de 2 couches de matériaux de protection, il y a des détails également au niveau des assemblages, des superpositions. Est-ce qu'il faut des décalages entre les joints? Comment est-ce qu'on réalise les angles? Et puis, un point d'attention particulier, c'est que ce type de protection n'est généralement pas du tout adapté à des éléments en acier qui sont flexibles parce que ces espèces de systèmes de caissons sont en général relativement rigides. Pour la peinture intumescente, je rappelle qu'une peinture intumescente, c'est un système. Et donc, il faut se poser une série de questions au niveau du primer, au niveau des épaisseurs à mettre en œuvre, donc c'est-à-dire l'épaisseur de peinture intumescente et la couche de coating. Est-ce qu'elle est nécessaire? Est-ce qu'en fonction des classes d'exposition, il y a aussi des questions de compatibilité. Alors, au niveau du domaine d'application, vous avez, comme pour tous les produits, un facteur de massivité maximum au-delà duquel on n'a pas de solution, mais vous allez voir que c'est le domaine d'application est devenu de plus en plus large. Et puis, un point d'application, c'est aussi que quand vous avez des valeurs d'épaisseur très importantes, il faut se poser la question de savoir si c'est réaliste. Quand vous avez, par exemple, 3000 microns à mettre en œuvre, combien de couches est-ce qu'il faut, temps de séchage, etc. Alors, de nouveau, au niveau de l'exécution, une série de points d'attention. On ne met pas une peinture en œuvre sous n'importe quelle condition. On doit faire attention notamment aux points de rosée. Lorsque on va traiter par peinture intumescente les éléments en atelier, on doit faire vraiment attention à tout ce qui concerne les dégâts pendant le transport et le montage. Et puis un point que je signale qui est quand même important, c'est qu'il ne faut jamais oublier qu'une peinture intumescente, pour fonctionner, elle a besoin d'un espace pour gonfler. On parle de facteur d'intumescence de 20 à 40. Donc quand vous avez 1 mm,
quand ça se gonfle, ben, ça va faire 20 à 40 mm. Il faut laisser la place pour que la peinture puisse effectuer son intumescence. Alors, au niveau des épaisseurs de peinture, il faut aussi savoir que quand on projette, ben, on a une épaisseur de film humide. Et puis, quand ça se sèche, il y a un facteur de réduction. La valeur à vérifier, c'est la valeur du film sec. Et c'est celle-là qui va être mesurée. Avec des règles, c'est la fameuse règle 80-20. Quand vous avez une épaisseur nominale, vous ne pouvez avoir aucune mesure qui est plus faible que 80% de l'épaisseur nominale. Vous pouvez avoir maximum 20% des mesures qui sont entre 0,8 et une fois l'épaisseur nominale. Il faut qu'en moyenne, les épaisseurs mesurées soient supérieures à la valeur, à l'épaisseur nominale. Pour le mortier, je dirais que faites quand même attention. Le mortier n'est pas adapté ou dans des zones où le mortier pourrait être soumis à des chocs mécaniques. Donc, en général, ce n'est pas vraiment adapté à des zones de passage. Au niveau des détails d'exécution, le point principal que nous on rencontre, c'est l'humidité pendant l'application ou après l'application. Dès qu'on a de l'humidité, des infiltrations d'eau, etc., eh bien, on sait qu'on va avoir potentiellement des problèmes d'adhérence. Et puis, il faut aussi ne pas oublier que le mortier, quand on projette, ben, on risque de dégrader des façades, des baies vitrées, des câbles électriques. Donc, il faut aussi réfléchir au moment où on va mettre le mortier en œuvre par rapport à l'installation des autres équipements dans le bâtiment. Il faut tout protéger quand on met en œuvre du mortier. Ça paraît évident, mais je le rappelle. Alors, qui fait quoi? Très rapidement, au niveau de la détermination de l'exigence, en principe, c'est le rôle de l'architecte. Je dirais que pour des situations complexes comme les bâtiments industriels, le bureau d'études stabilité pourrait éventuellement le faire. Et puis, ce qui est proposé comme valeur R va être validé dans un premier temps par l'ingénieur de conception et vérifié dans un deuxième temps par le bureau de contrôle. Alors, qui détermine la température critique? Je dirais que si on prend les valeurs par défaut, c'est en général le fournisseur de la peinture intumescente qui va le faire. Mais si on veut optimiser, on a vu quels sont les outils pour optimiser, hein, par calcul, essai-erreur ou par logiciel. Ce sera au bureau d'études à le faire. Et de nouveau, je dirais que c'est le bureau de contrôle qui va, in fine, faire la validation finale. Qui doit fournir le rapport de classement? Ben, c'est le fournisseur du produit ou éventuellement l'applicateur. La détermination de l'épaisseur à mettre en œuvre, on va dire l'épaisseur proposée, c'est en général le fournisseur de la peinture intumescente qui va la déterminer. Ça va être validé dans un premier temps par le bureau d'études, dans un deuxième temps par le bureau de contrôle. Et au niveau de la vérification par exécution, et je vais vraiment insister là-dessus, eh bien, il y a d'abord le premier qui doit vérifier, c'est celui qui met en œuvre. Hein, ce que j'ai mis en jaune, c'est l'autocontrôle. Ensuite, il y a, je pense, une responsabilité du bureau d'études qui doit vérifier de manière assez avancée que les épaisseurs demandées sont bien rencontrées. Et ce n'est qu'en troisième lieu que le bureau de contrôle va confirmer que tout ça est bon. Alors, ma conclusion, elle est relativement courte. C'est que, vous l'avez vu, on peut partir de l'idée qu'il existe des solutions dans quasiment tous les cas pour protéger les structures en acier jusqu'à du R120. Ça ne devrait pas poser de problème. Donc, le fait d'utiliser de l'acier lorsqu'il y a des exigences de stabilité au feu ne doit pas constituer un problème. J'ai essayé de vous faire un petit top 3 des grosses erreurs au niveau de ce qu'on ne fait pas bien en phase de conception. Si on constate le plus souvent une erreur dans la température critique. La médaille d'argent, c'est pour des erreurs au niveau du facteur de massivité. Et le troisième problème, et le troisième point pour lequel il y a plein de questions qui se posent, c'est pour les systèmes de contreventement dont j'ai parlé. Au niveau des erreurs, au niveau de l'exécution, ce que nous, on constate comme bureau de contrôle, c'est que souvent, les exécutants, ceux qui mettent en œuvre, ne prennent même pas la peine de lire le rapport de classement ou l'agrément technique européen, et ils mettent en œuvre vraiment comme si ces documents n'existaient pas. Donc ça, c'est vraiment gros point d'attention. Deuxième chose, les produits, on va dire projetés, peinture ou mortier, on constate souvent que les applicateurs n'ont pas d'habitude d'autocontrôle. Un peintre
ou un applicateur de mortier, ben, il doit en permanence vérifier que ce qui est requis comme épaisseur est bien réalisé. Pour la peinture intumescente, il va mesurer le film humide. Il y a un facteur de conversion entre le film humide et le film sec. Et puis un troisième point, on constate quand même qu'il y a pas mal de dégâts après l'application. Un message général que je voulais dire par rapport au slide précédent, vous voyez que la qualité finale de la protection au feu et de la manière dont c'est évalué, elle dépend de tous les acteurs, architectes, bureaux d'études, fournisseurs de produits, applicateurs et bureaux de contrôle. Donc, on est tous embarqués et donc ce n'est pas l'affaire d'une seule partie. Et là, je parle comme bureau de contrôle. On a parfois tendance, on a parfois l'impression qu'il n'y a personne qui prend ses responsabilités, qu'on est le seul à vérifier. Évidemment, dans pas mal de chantiers, ça se passe beaucoup mieux. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je repasse la parole à Chris de Alterpaint. Merci beaucoup.